Je me présente, Nico m'a présenté, Dominique Lemieux, fier membre du local 6951. Je leur ai été à chaque assemblée annuelle, toujours fier à tous les matins que je me lève d'avoir été élevé au 6951 de ma section locale qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, qui m'a permis d'être le syndicaliste que je suis aujourd'hui. Un ancien cordeau qui me disait un arbre, quand ça commence à pousser croche, c'est dur à ramener, mais eux autres, ils m'ont aidé à pousser douette pas si pire. Des fois, croche un peu, mais douette pas si pire. Merci à la gang du 6951, toujours fier d'être délégué de ma section locale. La 60e, c'est pas rien. Je me souviens comme c'était hier, la 10e. Pas la 10e, mais je n'étais pas né. La journée va être longue. La 50e, je m'en souviens comme si c'était hier, il y a 10 ans, puis c'est déjà ma 5e assemblée annuelle que j'ai l'honneur de diriger. Ça passe vite en s'il vous plaît le temps. J'aimerais ça commencer aussi par souligner la présence de nombreux invités. J'en ai 23, donc si vous voulez tous applaudir un après l'autre, ça va être long un peu. Donc je vais défiler les invités très importants. On va commencer par les anciens directeurs, Alain Croteau. Alain qui m'a beaucoup donné, que j'ai eu la chance d'être son adjoint pendant de nombreuses années. Daniel Leroy, ancien directeur, qui m'a embauché comme permanent, qui a eu le courage de m'embaucher. Vous voyez grimacer. Salut Daniel. Michel Arsenault aussi. Michel qui était super important pour moi. Je me souviens de mes premières assemblées annuelles, c'est tout Michel qui était là. Mais aussi, quand j'ai été président des jeunes de la FTQ, tu étais président de la FTQ, toujours eu un accès. Merci, Michel. Donald aussi, je veux saluer la présence de Donald, mon ex-adjoint. Donald, c'est le fun de voir avec Daniel comme ça que tu peux profiter de ta retraite. Puis, tu sais, on travaillait fort quand on est ensemble, mais de te voir rayonner comme ça puis profiter de ta retraite. C'est le fun de te voir. Les gens du Fonds de solidarité aussi, nombreuses personnes du Fonds de solidarité. Il y en a qui vont arriver plus tard. Manon Bertrand, qui est une fière métallo. Pat Capuccelli, Pat qui est présent aussi, que tout le monde connaît. Marc Fréchette qui est présent, nouveau coordonnateur. Présenté aussi Marie-Josée Lemieux, qui est la directrice générale de l'ASFETEM, qu'on travaille régulièrement avec eux. Sandra Damien, de l'Association paritaire santé-sécurité pour les mines. Vous allez voir défiler au cours des 3 journées aussi notre équipe de Fillon-Leblanc-Baudry, avec qui on a le privilège de travailler nos dossiers légaux. Toute la délégation aussi, je vous dirais, canadienne du syndicat des métallos. Je vais commencer par Jeff Bromley. Jeff, qui est le président du Wood Council. Vous dire, ça fait une couple d'années qu'on travaille très étroitement avec le Wood Council, qui vient de l'Ouest canadien, qui a aussi des travailleurs, des travailleuses dans le nord de l'Ontario. On se rapproche, ils sont venus visiter Chantier Chibougamau puis Barrette-Chapais. D'autres présidents aussi de sections locales de l'Ouest qui sont là, puis du nord de l'Ontario, des francophones. Donc, vous allez pouvoir pratiquer votre français. Marty, bien sûr, je veux saluer Marty que je vais présenter tantôt. Mike Dura aussi. Mike, qui est l'adjoint au directeur du District 3. Toujours le fun de te voir. Kevin Stewart aussi. Kevin qui est nouvellement élu comme directeur du District 6. Bien content de travailler avec toi, Kevin. Tu vas nous amener une énergie contagieuse, c'est sûr et certain. Charlika Thompson aussi, qui vient de Pittsburgh, qui est notre responsable de Next Gen, qui s'occupe tout de notre comité jeune. Donc, elle va être ici pour le dîner du comité des jeunes, apprendre. On s'était parlé longtemps sur la bataille des clauses orphelins qu'on a faite. Donc, tellement intéressé à ce qu'on a fait au Québec, même si à la barrière de la langue, elle vient ici. Je salue aussi Louis Chabot, député du Bloc québécois. Marilyn Gill aussi. Marilyn, on s'est vu la semaine passée. Ça a fait du bien de pouvoir se voir. Puis c'est une histoire particulière entre les métallos et Marilyn Gill. À l'époque, j'étais coordonnateur des métallos sur la Côte-Nord, au bureau de Sept-Îles. Puis Marilyn, elle m'avait approché. Elle m'avait demandé à me rencontrer. Puis elle m'a dit, écoute, Dominique, elle dit, je suis une enseignante au cégep en français. J'aimerais ça me présenter pour le Bloc québécois. Puis c'était à l'époque que le Bloc, il n'était pas comme aujourd'hui. Là. Depuis que tu es là, tu l'as remonté, le Bloc. Marilyn, je vais te dire quelque chose. Blanchette, il prend bien les fleurs qui viennent avec ça, mais je suis convaincu que tu as contribué beaucoup à ça. Puis à l'époque, il y avait un journaliste à Sept-Îles qui m'avait dit à la radio, il dit, pensez-vous vraiment, M. Lemieux, que vous allez changer quelque chose, les métallos...
se prononce pour Marilyn Gill. Bien, je dis, on va voir. Je dis, on est 5000 métallos sur la Côte-Nord, puis on verra. On a fait une conférence de presse avec tous nos présidents, présidentes. Puis j'étais bien fier le lendemain de l'élection d'appeler à la radio puis de dire, je veux passer à midi à la radio. Puis bien fier de dire que Marilyn avait passé par 5000 voix, bien pile. C'était tout qu'un addon. Mais toujours une belle histoire, Marilyn. On est vraiment content de t'avoir ici avec nous. Yves-Aimé Boulay, aussi conseiller régional de la région de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, mais avant tout un métallo, conseiller régional de la FTQ. Donc, Yves-Aimé, bien content que tu sois là. Ricky Lewis aussi, Ricky qui a pu se déplacer. Fier métallo aussi, conseil régional FTQ en Estrie. Bienvenue chez vous, Ricky. Puis je vais terminer, j'ai voulu, là, je termine par un frère d'armes. Je vais dire ça comme ça, quelqu'un qui m'a beaucoup montré. Qui est Marc Maltais. Marc qui est conseiller régional ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapais. Puis je vais vous dire que j'ai grandi ici aussi. Je parlais de ma section locale tantôt, mais j'ai grandi que les 4 belles années que j'ai passées ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis fier, s'il vous plaît, tantôt je donnais une entrevue à midi à une radio. Puis pourquoi la 60e au Saguenay? Bien, c'est bien sûr qu'on est un syndicat de région. Hein? Moi, je n'arrête pas de le dire, je suis fier de diriger un syndicat qui est partout dans les régions. On n'est pas un syndicat montréalais où, oui, on a des membres à Montréal, puis on en est fiers, mais on est le syndicat qui est le plus impliqué partout dans les régions. Donc, Marc, je te salue. Puis je peux pas, si je nomme Marc, je ne peux pas saluer d'autres frères d'armes non plus, Alex Fréchette, Hugues Villeneuve, qui m'ont fait grandir, Sylvain Maltais, et tout. Donc, je suis vraiment, vraiment content de faire cette 60e assemblée annuelle ici à Jonquière. Quelques défis de logistique, on ne se cachera pas, mais écoutez, moi, je suis bien fier d'avoir pu surmonter ces défis de logistique-là pour être ici dans la magnifique, comment Marc appelle ça, au royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tantôt, quand pas les portes ouvraient, mais que les inscriptions ouvraient, je suis passé, avant d'aller me déguiser, avant de me mettre une cravate puis mon seau, puis saluer beaucoup de gens que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas, je ne savais pas le nom. Donc, je tiens à féliciter tous les nouveaux élus. On a eu des élections, tous les nouvelles élus de section locale. Je veux vous féliciter dans un premier temps pour votre engagement, pour votre élection. Saluer aussi ceux qui ont été réélus, ceux qui ont décidé de quitter ou ceux qui ont malheureusement perdu leur élection. Quand on a fait la tournée des rencontres régionales, ça m'a frappé de voir des gens qui ont perdu leur élection puis que des sections locales emmenaient quand même. Ça, c'est merveilleux de mettre de côté nos petites rengaines pour le bien des travailleurs et des travailleuses qu'on représente. Donc, merci à tous et à toutes pour votre implication. Qui, dans la salle, c'est leur première assemblée annuelle? Ça m'a frappé tantôt. Qui c'est la première assemblée annuelle? Quand même. Félicitations. Vous voyez, il y a 4 micros dans la salle. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous avez le droit, vous vous levez, vous vous mettez en arrière d'un rideau, pas d'un rideau, en arrière d'un micro. Nico, il l'a dit, on est fatigué un peu ces temps-ci. On va en faire une couple d'autres lapsus, c'est sûr et certain. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, que vous voulez donner votre opinion, vos membres vous payent pour être ici, payent vos libérations syndicales. N'hésitez pas à prendre le micro, à donner votre opinion. On dirait que ça se perd un peu. Quand on revient aux premières assemblées annuelles, je vais en parler tantôt, il y avait beaucoup de débats sur les planchers, des votes serrés, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Puis moi, je vais vous conter ma première assemblée annuelle. Ma première assemblée annuelle, c'était en 2002. En 2002, j'étais impliqué syndicalement chez nous, mais c'est comme travailleur que je suis venu ici. Parce qu'en 2002, on a fait la grève pendant 6 mois chez Stelco. Il y avait d'autres aciéries de Stelco dans le Canada anglais, à Hamilton, dans les prairies. Puis eux avaient un gros fonds de pension, 88 $ par année de service. Puis nous autres, les French Canadians, on avait juste 64 $ par année de service. Puis la compagnie qui était basée à Hamilton, dirigée par des anglophones, bien, ils disaient, vous autres, le coût de la vie est moins élevé, puis les French Canadians, vous méritez moins. Puis à un moment donné, on a mis notre pied à terre, puis on a dit, on va aller chercher 88. On a fait 6 mois de grève.
On est allé chercher combien, vous pensez? 88. Puis la première assemblée annuelle, je n'étais pas avec une carte comme ça, je n'étais pas délégué par ma section locale, j'étais en avant ici, parce que j'étais en grève depuis plusieurs mois lors de cette assemblée annuelle-là, puis ça m'a marqué pour toujours d'être là. Il y avait dans la vidéo à Jocelyn, il y avait une image à un moment donné où il y avait notre bannière. Donc, de voir ça, c'était quelque chose. Après ça, les autres assemblées annuelles, quand que là, après la grève, je peux vous dire que j'ai pogné de goût encore plus de faire du syndicat, surtout après une belle victoire comme ça. Puis, je me suis mis à militer pour les clauses orphelins. Nico en a parlé, on va s'en parler un peu plus. Les clauses orphelins, ma première résolution que notre section locale, on a emmené les clauses orphelins. Puis je m'étais préparé une petite feuille comme ça avec tout ce que j'avais à dire. Je prends mon courage à deux mains, je m'en vais au micro, je me présente, Dominique Lemieux, 6951, puis je commence à lire ma feuille. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai une grosse face de même, mais là, c'est encore pire. Je vois le coin de ma feuille qui shakeait un peu. Puis là, quand je vois le coin de ma feuille, Nico l'a dit, les genoux se mettent à claquer. C'était incroyable, j'ai perdu mes moyens. Mais ça a été quand même mes premières assemblées annuelles. Puis je me souviens, ces premières assemblées annuelles-là, vous allez voir, quand il y a des résolutions, c'est 3 minutes que vous avez. Quand il reste 30 secondes, la lumière, elle change de couleur, elle vient jaune ou orange. Ça veut dire que dans 30 secondes, il faut que vous closiez. Puis à 3 minutes, moi, il faut que je vous arrête. Puis à l'époque, moi, je ne voulais pas arrêter. J'étais jeune, j'étais de fringant, un peu plus fou que je suis là. C'était Michel Arsenault qui était directeur, puis il me regardait à la face. 2, 3 fois, il me dit qu'on ferait le mieux, qu'on ferait le mieux. À un moment donné, il dit à la régie, coupe le son. J'étais parti sur un envolé, puis plus rien. C'est là que j'ai catché que c'est le directeur qui mène à l'Assemblée annuelle des métallos. Donc, n'hésitez pas à venir au micro. Cette assemblée-là, elle vous appartient. Elle vous permet de nous enligner, de enligner votre syndicat pour les prochaines années. C'est hyper important. Rapidement, 60 ans d'histoire, Nico en a parlé, 60 ans d'histoire québécoise seulement. Juste rapidement, on a un très lent décollage quand le syndicat des métallos est arrivé. 1959, on est 11 000 membres au Québec environ. Puis après ça, ça décolle vraiment. 1965, on est rendu à 17 000 membres. On a pris 6 000 membres en 6 ans. Hein, Luc? 6 000 membres en 6 ans, ça fait 1 000 membres par année. Ça a le fun de retourner dans le temps un peu. Mais tout ça pour dire, tantôt Nico en a parlé, l'équipe de recrutement, ça a totalement changé faire du syndicat. Mais quand même, on avait le vent dans les voiles. À l'époque, tout se passait en anglais. Les recruteurs venaient nous approcher, ça parlait anglais. Nos dirigeants syndicaux parlaient anglais. Les compagnies, c'était des anglais. Les superviseurs, c'était des anglais. Tout se passait en anglais de A à Z. Même les publications syndicales qu'on recevait à l'époque, c'était en anglais aussi. Tellement qu'à un moment donné, il y a Émile Boudreau, qui est un de nos permanents, qui a fait sa marque au métallo en santé-sécurité. C'est le père de la LSST qu'on dit à l'époque, puis de la LATMP. Émile Boudreau, il conseillait même aux exécutifs puis aux travailleurs et aux travailleuses de dire, lors de vos élections, élisez des membres le plus possible qui parlent en anglais. Pas juste pour communiquer avec la compagnie, mais aussi pour être capable de revendiquer auprès du syndicat des métallos, auprès des United Steelworkers. Jusqu'en 1965, il n'y avait aucun dirigeant du syndicat des métallos au Québec qui parlait français. C'était tous des Anglais. On était dirigés par des Anglais. De 1947 à 1957, le District 5, on était avec les Maritimes, donc toute l'Est du Canada. Fait que si vous êtes un plus gros district que nous, le District 6, maintenant, c'est à cause qu'on vous les a ordonnés, les Maritimes. Mais tout ça pour dire qu'on était dirigés par un directeur qui s'appelait J.C. Nicholson, puis on était dirigés à partir de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il ne venait jamais à peu près au Québec. Moi, je trouve ça difficile de diriger le syndicat des métallos à partir de Montréal parce que j'aimerais ça être un peu partout. Donc, je m'imagine mal être capable de diriger le Québec à partir de la Nouvelle-Écosse. En 1957, le directeur national à l'époque, Bill Maloney, il décide que lui, il va reprendre le Québec. Ça va être lui qui va diriger le syndicat des métallos au Québec à partir de Toronto. Puis à cette époque-là, il appointe un coordonnateur pour le Québec. Donc, le Québec n'a pas un directeur, ils ont un coordonnateur qui
qui s'appelle Pat Burke, qui est un Irlandais qui vient de l'Outaouais. Puis, il se fait élire après ça en 1961, en se disant, dans sa promesse électorale, disons ça comme ça, « Moi, je promets que le district 5 va être exclusivement au Québec. Le Québec va avoir son propre district à lui. » Donc, on voit que ça commence à se dessiner un petit peu. Au Québec, on vote en bloc, on appuie Pat Burke, puis finalement, il est élu parce que, comme on le fait si bien au Québec, on vote en bloc. Il arrive après ça, 4 ans plus tard, vous savez, on est en élection, nous, à tous les 4 ans. 4 ans plus tard, une couple de permanents influents, des présidents influents, rencontrent Burke puis ils disent « Écoute, c'est bien correct ce que tu as fait, mais ça nous prend quelqu'un qui parle au français. Ça prend quelqu'un qui nous dirige ici au Québec, mais qui est capable de parler français. » Burke comprend le message, puis c'est là qu'il y a une élection. Il y a une élection en 1965 entre Jean Baudry puis Jean Gérin-Lajoie. Cette élection-là, bien, elle a été très serrée. Jean Gérin l'a gagné à 53 %. 77 % des membres ont voté. Souvenez-vous qu'au Métallo, s'il y a une élection, c'est un membre, un vote. Dans chacun de vos milieux de travail, il y a une boîte de vote, puis les membres votent un par un. Donc, 77 % des métallos à l'époque votent. Jean Gérin, à l'époque, gagne cette élection-là. Puis quand on lit les mémoires puis qu'on parle aux anciens, on voit qu'il y a eu de l'ingérence. Il y a eu de l'ingérence de notre bureau national à Toronto pour supporter Baudry, qui était un peu plus proche des Canadiens à l'époque, mais Jean Gérin est élu directeur. Puis à partir de là, c'est là que la grande aventure des métallos a commencé. C'est là que le syndicat des métallos prend son envol. Puis quand on relit l'histoire, moi, ça me frappe. Tu sais, des fois, on se dit qu'on en fait des choses, mais en 1965, premier journal métallo uniquement en français avec Jean Gérin-Lajoie. Programme de formation complet, formation syndicale en français. On s'embauche un responsable à l'époque de l'éducation. Ça se passe en français. Mine Noranda, à l'époque, ce qui est devenu Glencore aujourd'hui, tout ce qui est Mine Noranda est syndiqué avec les métallos. Puis à un moment donné, d'un bloc, l'ensemble des comités de négo se retirent de la table de négo à Noranda, puis en se disant, nous autres, on va revenir, mais que ça parle en français ici. La compagnie boude un peu. Pas longtemps après, ils s'embauchent un avocat qui parle français. Les comités reviennent à la table, puis c'est à partir de là que les négos ont commencé à se faire en français. Mais le gros morceau de la promesse de Jean Gérin-Lajoie, Nico en a parlé un peu tantôt, 6-7 décembre 1965, à l'hôtel Windsor à Montréal, première assemblée annuelle. Imaginez-vous, 125 personnes dans la salle, c'était 5 fois plus que ce qu'il y avait au Congrès national l'année d'avant. C'est à peu près ça encore, là. On n'est pas 500 présents au Congrès national, au Congrès d'orientation. Puis Jean Gérin, à l'époque, il dit, c'est une façon qu'on a de rapprocher notre syndicalisme, la façon dont on fait du syndicat, de le rapprocher de nos membres. Donc lui, c'est pour ça qu'il voyait l'Assemblée annuelle. Puis il nous mettait en garde à l'époque, en 1965, en disant, l'Assemblée annuelle n'est pas en compétition avec le Congrès national. Soit rassuré, Marty, il n'est pas en conflit, pas en conflit non plus avec le Congrès de la FTQ, puis surtout pas avec la Convention internationale. Le rôle de l'Assemblée annuelle, ce qu'il dit à l'époque, c'est encore bon aujourd'hui, c'est une autorité morale. C'est toute la base du syndicalisme au syndicat des métallos, ça reste aux sections locales. La base de notre syndicat est assise sur les sections locales. Puis l'autorité constitutionnelle de notre organisation, c'est le Congrès à Vegas. Le but de l'Assemblée annuelle, parce qu'à l'époque, ça faisait des vagues de créer une Assemblée annuelle au métallo, c'était pas d'ajouter un rouage à la machine déjà complexe qu'on avait, c'était de mieux faire fonctionner les rouages qui existaient déjà, puis de se rapprocher des membres. Moi, je ne peux pas croire, avant 65, qu'il n'y ait pas d'Assemblée annuelle. Déjà qu'on vous rencontre à chaque année à l'Assemblée annuelle, qu'on vous rencontre à chaque rencontre régionale, une fois par année aussi, des fois, je me trouve loin de vous autres. J'essaie d'être proche de vous autres, mais des fois, je me trouve loin. Je ne peux même pas m'imaginer, sans assemblée annuelle, si on se verrait juste aux 3 ans, exemple, comment on ferait pour avoir cette connexion-là. 1978, l'Assemblée annuelle vote en faveur de l'appui de l'indépendance du Québec. Ça s'est passé ici, ça. En 1978, les membres présents à l'Assemblée annuelle ont voté en faveur de dire que les métallos, on se positionne
en faveur de la souveraineté du Québec. Au fil des années, bien, c'est sûr que notre assemblée annuelle, bien, elle s'est façonnée, elle a changé. Mais Jean Gérin-Lajoie reste toujours présent. Sa culture de militantisme syndical reste toujours. À l'époque, il se disait pragmatique, combatif, ancré sur la réalité des travailleurs dans leur milieu de travail, ancré sur la société québécoise aussi, hyper important, cherche toujours à faire évoluer les conditions de travail de nos membres, mais de la population en général aussi. Puis ça, on continue à le faire comme syndicat. On ne se bat pas juste pour nos membres, on se bat pour l'ensemble de la société. On doit beaucoup à Jean Gérin-Lajoie pour tout ce qui nous a emmenés à la première Assemblée annuelle, pour cette belle tradition-là. Puis je dois vous dire que ce n'est pas tout le temps facile d'organiser une Assemblée annuelle. Ça demande beaucoup d'énergie. On s'était même questionné dans le passé, à un moment donné, de dire est-ce qu'on la met aux 2 ans, cette Assemblée annuelle-là? Je peux vous dire que cette idée-là n'a pas fait long feu. Je n'en dirai pas plus. Mais il y a un directeur, à un moment donné, qui s'est essayé. Il s'est essayé. Puis, il voulait amener une résolution sur le plancher, de dire qu'il soit résolu que l'Assemblée annuelle soit aux 2 ans. Puis finalement, une couple de présidents-présidentes, avec de l'influence un peu, qui avaient loué une suite à l'hôtel, puis ils l'ont convoqué, puis ils ont dit ça n'arrivera pas, ça. C'est-tu correct? Il a dit oui, c'est correct, ça n'arrivera pas. Puis je peux vous jurer que tant que je vais être là, elle va être à l'annuel. Je ne lancerai pas ce débat-là non plus. Encore aujourd'hui, je peux vous dire que je m'inspire de Jean Gérin-Lajoie. Je fais bien des blagues, là, puis il faut que je fasse attention parce que demain, ceux autres vont avoir le micro pendant le panel, puis ça va revenir, je suis convaincu. Là. Mais je m'inspire beaucoup de nos anciens directeurs, être proche de nos membres, être combatif, être pragmatique. C'est vraiment ce qui est important pour moi. Quand je suis arrivé à l'époque en poste avec Alain, on s'était donné comme mission de se rapprocher des sections locales composées. On s'était donné comme objectif, puis je l'ai encore aujourd'hui, de faire en sorte que nos plus petites unités puissent sentir toute la force de la machine métallo. Il y était un moment où on dirait que, tu sais, on voyait juste les gros, les ArcelorMittal, les Rio Tinto, les Glencore, puis les plus petits qui décidaient de se battre, passer en dessous du radar. Puis je suis fier en maudit aujourd'hui de voir ce qu'on accomplit avec nos plus petites unités, qui puissent sentir vraiment la force des métallos. J'ai plein d'exemples, mais je n'ai juste gardé une coupe. Le Confortin à Bécomo, ils vont être ici cette semaine. Ils sont 13 sur le bord de la 138 à faire du piquetage. Ils sont supportés à 100 000 à l'heure par nos sections locales. Ils sont 100 % de leur salaire. Ils sont 100 % de leur salaire. Fiers de ça, de savoir que la machine métallo... Ranglan aussi, qu'on s'est battu pour trois agents de sûreté qui, à un moment donné, ont décidé de regarder cette multinationale-là dans les yeux, Glencore, puis de dire non, moi, je ne l'accepte pas, ton offre de marde. Ça a coûté de quoi? 3 ans. 100 % eux autres aussi, de leurs conditions, leurs assurances collectives, puis tout ça. Fiers en tabarouette. Toutes les ressources qu'on a faites, qu'on a mis en arrière de ces 3 travailleurs-là, hyper importants. Groupe Océan Remorquage aussi, qui étaient neufs. On les a supportés. Écoutez, des chefs de partis politiques au fédéral qui sont venus. Magali Picard qui est venue. On a supporté leur ligne de piquetage. Fiers de savoir que l'organisation du syndicat des métallos, quand on se met en marche, que ce soit pour un groupe de 2000 ou que ce soit pour un groupe de 3, c'est la même énergie qu'on déploie. Je veux vous parler un peu, je faisais des blagues tantôt par rapport au recrutement. Ah, OK. Ah, tabarouette. Il vient de me dire qu'il y a des bas des Maple Leafs de Toronto. Tabarnak. Bouh! On va t'en acheter des Canadiens de Montréal, là, Marty, puis il va falloir que tu les mettes. Puis cela dit, souvenons-nous quand on s'était rendu en finale de la Coupe Stanley à l'époque, Marty avait gagé avec moi, il m'a dit, Dominique, et à l'époque, il était directeur, puis t'étais-tu directeur du District 6 ou directeur national? Je me souviens plus.
District 6, puis il m'appelle, il dit « Dominique, ils ont relève-tu un défi, moi puis toi? » Il dit si les Maple Leafs éliminent le Canadien de Montréal, tu vas porter un chandail des Leafs, puis si c'est vice-versa, moi, je vais porter un chandail des Canadiens. » Je dis « Non, jamais. Jamais je vais porter un chandail des Leafs. » Je dis « À la place, pourquoi qu'on ne gâche pas 2 bonnes bouteilles de vin? » Il dit « Parfait. » Marty, il menait la série, ça allait super bien. Finalement, on les a éliminés. Pas longtemps après, j'ai reçu 2 bouteilles. Ouais, il était 3-0, puis finalement, on a gagné en 7. Puis moi, je pensais plus à ça. Je l'ai écœuré, c'est sûr. J'ai envoyé des messages textes puis tout ça. Mais à un moment donné, je reçois ça par la poste, 2 bonnes bouteilles de vin. Il avait tenu sa parole, ça, je peux vous dire que c'était des excellentes bouteilles de vin. Mais les bas des Maple Leafs, j'en reviens pas encore. Parler de recrutement rapidement, faut que je fasse. Là, je me suis mis un timer cette année, parce que 60 ans, je pourrais parler longtemps, mais j'essaie de me limiter. Le recrutement. Fier de notre équipe de recrutement. Nico en a parlé. Moi, je dis toujours dans mon équipe de recrutement, par le passé, on focusait beaucoup sur les chiffres. Les chiffres, combien de membres on a recrutés, puis là, on essayait de recruter des plus petits groupes pour booster ça, puis tout ça. Moi, c'est pas les chiffres, moi, c'est l'effort. Moi, de savoir que mon équipe de recrutement se donne à 100 façonne le Québec à 100 moi, c'est ça qui me convient. On a lancé une grosse campagne pendant les rencontres régionales. C'était l'idée de Luc avec son équipe. La campagne Donne-m'en 3. Vous vous souvenez, ceux qui étaient dans les rencontres régionales, il fallait que vous ayez voir les recruteurs donner 3 contacts. Puis j'avais demandé dans la salle, qui n'en donnera pas de contact? Là, il n'y en a pas gros qui levait la main, puis tout ça. Puis je vous avais mis au défi. Des fois, je n'aille pas ça, vous mettre au défi un peu. Puis j'avais dit, tous ceux qui ne respecteront pas, qui disent « Donne-m'en 3 », je vais mettre le nom au tableau. Bien, force est de constater qu'on n'est pas obligé de mettre les noms au tableau parce que vous avez livré en s'il vous plaît. Vous avez été hyper actifs. Vous avez contribué avec l'équipe de recruteurs à 100 Je suis hyper content. Puis vous savez, le recrutement, ça a beaucoup changé. Puis là, Renaud qui est là, Renaud, puis je veux saluer, j'ai oublié la gang de la FTQ qui est là, Renaud Plante de Unifor, Olivier Carrière aussi, qui est l'adjoint au directeur d'Unifor. Daniel Cloutier ne peut pas être là. On travaille étroitement ces temps-ci avec Unifor sur plein de dossiers, entre autres sur la forêt. Puis on avait demandé une rencontre avec le chef du Parti québécois, puis c'était aujourd'hui que ça se faisait. Fait que Daniel, c'est bien sûr qu'il est excusé, puis il est avec Magali au lieu d'être avec moi. Fait que c'est pas si mal comme prix de consolation. Anouk Collette aussi, des TUAC, qui est là. Anouk, bienvenue au Métallo. Bien content que tu sois là. 2 syndicats qui se ressemblent beaucoup. Donc, Renaud, c'est pas une blague, si tu veux sortir. Non, c'est pas vrai. On va parler un peu de recrutement. Moi, je l'ai fait du recrutement à l'époque, puis j'ai tripé là-dessus de faire du recrutement. Mais à l'époque, le rôle d'un recruteur, c'était d'aller chercher 1 ou 2 poteaux dans le shop, puis d'aller chercher une liste. On disait, donne-moi une liste, adresse, numéro de téléphone, puis nous autres, on va te syndiquer ça d'une fin de semaine. Fait qu'on arrivait à une shop, exemple, de 200, on avait la liste, on arrivait là-dedans, 15-16 recruteurs. Le vendredi, la shop fermait à 4 heures. On commençait à faire du porte-à-porte. On allait voir les gens chez eux dans les maisons. Puis le lundi matin, le boss il ouvrait la clé de sa shop puis c'était syndiqué. C'était ça le truc. C'était comme ça que ça faisait. Mais avec la pandémie, les temps ont changé. Le porte-à-porte est encore important dans le recrutement. Mais le monde, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus qu'on aille dans leur maison. Ils ne veulent plus nous ouvrir les portes. C'est leur foyer à eux. Donc, il faut innover. C'est beaucoup plus difficile de recruter. Mais par contre, quand ça vient de vous autres, si c'est vous autres qui disent à quelqu'un que vous connaissez, écoute, il y a un recruteur des Métallos, Martin Laberge, il va aller te voir, peux-tu prendre contact avec? Le contact est beaucoup plus facile pour faire du recrutement. Donc, la campagne Donne-m'en 3, bien fier, un succès. Puis vous savez, le recrutement, on sème puis on récolte un peu plus tard. Il y a une chose qui me préoccupe sur le recrutement, c'est la diversité. La diversité, notre équipe de recruteurs, c'est toutes des hommes blancs. On a une femme blanche. On a un qui vient de la communauté haïtienne de temps en temps qui peut venir nous donner un coup de main, puis je peux vous dire que c'est un sacré bon coup de main. Parce que quand tu arrives pour syndiquer une usine où il y a 80 personnes de travailleurs, travailleuses issus de communautés culturelles, bien, c'est pas moi, un homme blanc, qui va aller les convaincre. On avait une shop à un moment donné, Actis. C'est une shop, ils sont combien, Luc, à peu près 400? Tu n'as pas là de prendre de notes. Puis, on arrive là, les recruteurs, il y a 0 des travailleurs, travailleuses, ces 400 qui parlent en français, puis il y a à peu près un tiers de la shop qui parle anglais, puis le reste, ça parle le Punjabi, puis d'autres langues qu'on ne connaît pas. Fait que quand même que moi puis Nico, on arriverait là, puis je suis le directeur, puis je suis l'adjoint, puis
vous voulez vous syndiquer, ils n'en ont rien à foutre de nous autres. Fait qu'il faut évoluer dans la façon dont on fait du recrutement. Ça prend de la diversité. Chez Actis, on a eu la chance, Mike Dura, qui est originaire de l'Inde, de venir avec Deepak, un autre recruteur. Ils sont partis de Vancouver pour venir nous aider. Puis déjà, on a vu, quand on parlait à ces travailleurs-là, à ces travailleuses-là, qui parlaient le langage, hey, ça connectait 15 fois plus que quand nous autres, on essayait de connecter. Donc, c'est un défi qu'on a au recrutement. Si vous avez dans vos milieux de travail des gens allumés, des femmes allumées de différentes communautés culturelles, n'hésitez pas, allez voir Luc, allez voir les recruteurs. On a besoin de diversité. On ne peut pas juste être des hommes blancs à recruter partout au Québec. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Autre chose, je veux vous parler aussi par rapport au recrutement, c'est toute la guéguerre qu'on a avec la CSN depuis une couple d'années. C'est un éléphant dans la pièce. On va se le dire. On se fait challenger beaucoup par la CSN. On les a challengés beaucoup aussi. Certains d'entre vous pensez que c'est juste au métallo. Je peux vous dire que ce n'est pas juste au métallo, c'est l'ensemble de la FTQ. Ils maraudent aussi d'autres syndicats, des syndicats majeurs. La CSN est vraiment en mode maraudage. Puis nous autres aussi, on s'est mis en mode maraudage. Moi, je ne suis pas du genre, si je reçois une claque, va tendre l'autre joue, là. C'est pas mon style. Puis on a répliqué assez fortement, mais à un moment donné, c'est allé trop loin. Quand c'est rendu que nos deux organisations, autant nous, les métallos, que la CSN, on est rendu qu'on rentre dans un shop, qu'on rentre dans une cantine, qu'on met des pamphlets dans un vide de char, puis qu'on sollicite, ça ne sert pas à ça, le recrutement. Le pourcentage de cotisation syndicale que vous payez pour le recrutement, il ne sert pas à faire du maraudage puis des guéguerres comme ça. Il va toujours en avoir du maraudage. Mais il sert à doter des travailleurs et des travailleuses qui en ont besoin d'un syndicat. Il sert à sortir des syndicats de boutique qui sont contrôlés par le boss puis à les amener vers les vrais syndicats comme les métallos ou de syndiquer des usines, des milieux de travail qui ne sont pas syndiqués. On a entrepris certaines discussions avec la CSN. Le président de la firme, Louis Bégin, a pris sa retraite. Il y a un nouveau président avec qui on est en train de bâtir une nouvelle communication. Unifor aussi est là-dedans. On a des discussions à la FTQ. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas se dire encore pendant 5 ans qu'on va se donner des claques sur le nez comme ça, puis qu'en bout de ligne, c'est quoi que ça fait, les maraudages, quand ça ne fonctionne pas? Ça brise la solidarité en dedans. Ça divise les travailleurs et les travailleuses en dedans. Donc, je suis bien confiant dans les prochains mois, dans la prochaine année, qu'on puisse revenir comme dans le temps. Il va toujours en avoir du maraudage. Il va toujours en avoir du maraudage. Mais à l'époque, on avait avec la CSN ce qu'on appelait un gentleman agreement, de dire que si on n'avait pas une majorité de poteaux en dedans, s'il n'y avait pas des gens sur l'exécutif qui voulaient changer de syndicat ou des choses comme ça, on n'allait pas marauder juste pour faire de la merde. Puis on tend à revenir vers ce style de discussion-là avec la CSN. Je veux vous parler aussi, je parlais de la FTQ, de la synergie qu'on a, les métallos, avec la FTQ, avec l'ensemble des affiliés de la FTQ. Je peux vous dire qu'avec Magali, ça va hyper bien avec les autres syndicats de la FTQ. Parler du Front commun aussi. Hein, vous vous souvenez, là, 11 mois, où on avait fait une sortie pour appuyer le Front commun, appuyer la FAE. Plusieurs autres affiliés de la FTQ ont emboîté le pas. Moi, je peux vous dire que ça a été déterminant. Ça a été déterminant pour la négociation de ces femmes-là. Pour la majorité, c'est des femmes. Puis il faut se souvenir aussi, il y a 10 de la population québécoise en âge de travailler qui était en conflit de travail contre le gouvernement. Puis Legault, il persistait. Puis là, Legault, vous le voyez, c'est en set, il est sur une méchante pente glissante sur un temps. Mais tout ça a commencé avec justement le Front commun, où ce que l'appui est venu de la population. Je me souviens, je m'étais payé Mario Dumont à son émission, où j'avais mis mon plus beau sourire pour ceux qui s'en souviennent. Puis Dumont, il essayait de me faire dire que la population n'appuyait pas les travailleuses qui faisaient la grève. Bien, on le voit aujourd'hui dans les sondages. Les travailleuses, pour la très grande majorité, avaient l'appui de la population. Puis c'était notre devoir comme métallos de pouvoir supporter ces travailleuses-là. Parler rapidement aussi du dossier de la forêt. On ne peut pas être ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean sans parler du dossier de la forêt, du caribou forestier. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes là, Unifor, même si vous ne seriez pas là, je le dirais pareil, mais tout qu'un changement de cap depuis l'arrivée de Daniel Cloutier à la tête d'Unifor, sur la collaboration que nos organisations peuvent avoir, de même collaborer avec la CSN, avec la CSD, de faire des sorties de presse ensemble.
Je peux vous dire que je suis fier de mon organisation. Moi, quand j'ai été ici 4 ans, je donnais le service à Chibougamau, puis à Chapais, puis à certains égards, il fallait prendre notre place dans le dossier de la forêt. Je suis fier de la gang de Arbec, de Chantier Chibougamau, de Barrette-Chapais, de la place que vous prenez au syndicat des métallos, sous le leadership de votre permanent, Alex Fréchette, avec le peu de moyens qu'on a, puis on ne se voit pas de cachette. Dans la forêt, on n'a pas les mêmes moyens de recherche, exemple, qu'à Unifor, mais de là que la collaboration prend tout son sens. Vous contez une anecdote aussi. Vous savez, il y a la gang de Rio Tinto ici, Aluminium, à Alma. Puis, tu sais, j'ai été le permanent, il s'est tissé des liens là, comme je vous le disais tantôt. Puis, à un moment donné, il y avait eu une annonce d'un centre de coulée de billettes. Puis, à un moment donné, la compagnie est revenue sur sa parole. Puis ici, les investissements, c'est hyper important. Les retombées économiques, les barrages de la région qui appartiennent des bails à longue durée à cet employeur-là, ça fait des années et des années qu'on met de la pression sur cet employeur-là pour qu'il investisse encore plus, puis créer plus de jobs, puis des retombées économiques pour la région. Puis à un moment donné, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient ce plan d'investissement-là, qu'ils le mettaient sur pause, on s'était parlé, moi puis Sylvain, le président, puis de l'exécutif, puis on a dit on va mettre de la pression sur cet employeur-là, localement avec les élus ici, puis la gang d'Alma. Puis moi, des fois, on a un steering committee avec Rio Tinto, ce qu'on se rencontre 2-3 fois par année à Londres, on rencontre la très haute direction. Puis à un moment donné, moi et Sylvain, on a eu l'idée folle de dire on veut rencontrer le comité d'investissement de Rio Tinto. Puis là, on s'est dit on le fait. On demande ça. Puis Sylvain, autant localement de l'a demandé que nous autres, les métallos plus haut, l'a demandé. Bien, ici même, dans l'hôtel, dans une petite salle en arrière, il y a une couple de mois, le Think 5, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, ce comité-là, c'est le comité qui fait la recommandation au conseil d'administration de Rio Tinto à dire on fait-tu l'investissement ou pas. On les a rencontrés, moi puis Sylvain. Puis de dire que de l'investissement d'une compagnie, ce n'est pas juste les chiffres qu'il faut regarder. De l'investissement pour la société aussi, pour les retombées économiques, comment que la région, c'est important, comment que les travailleurs et travailleuses, c'est important. Puis crime, on l'a eu, on a gagné notre pari. D'un, on a eu la rencontre, puis de deux, Rio est revenu, puis ils ont annoncé le projet de construction. Donc, bien fiers de ça en région du leadership de la gang. Je veux vous parler aussi de la collaboration qu'on a entre les districts. Je n'ai parlé tantôt du Wood Council. La gang de chantier Chibougamau, l'année passée, il était sur le bord d'un conflit. Les négos allaient vraiment pas bien. Puis le boss, lui, il se disait, vu qu'on est à Chibougamau, on est loin, s'il y a un conflit ici, ça ne durera pas longtemps. L'appui ne se rendra pas à Chibougamau. C'est le pari que le boss avait fait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon ami Jeff, je l'appelle, puis je dis, on a besoin de support. Jeff a juste écrit une belle lettre en disant, nous, on représente combien de membres vous avez, Jeff, dans le Wood Council? How many members? 14 000. Signé une belle lettre en disant « Bonjour, monsieur l'employeur de chantier Chibougamau, je représente 14 000 travailleurs et travailleuses de la forêt à travers le Canada, puis je peux vous jurer que s'il y a un conflit à Chibougamau, on va les supporter. » Ben, il n'y a pas eu de conflit finalement. Il n'y a pas eu de conflit finalement. Mais ça, c'est le genre de solidarité qu'on a entre les districts, qu'on a bâti entre les districts au Canada. Même affaire avec l'AB. On a une rencontre des directeurs à un moment donné. On est tous les directeurs ensemble avec les adjoints. Le district 3, Scott Loney, nous dit « il dit, j'ai une grève, un centre de distribution de l'AB du Tson. » Puis il dit « L'employeur ne veut rien savoir, puis nos membres commencent à être essoufflés. » Bien, on dit « C'est bien facile. Il y en a combien de l'AB au Canada? On va aller cibler, puis on va aller passer des pamphlets partout. » Dans le mallette, ça n'a pas été long quand j'ai dit, j'ai expliqué à la patente, il a embarqué là-dedans 100 000 à l'heure. Puis c'est drôle, pas longtemps après, l'AB ont décidé de régler finalement. Ça, c'est de la solidarité entre les districts. C'est hyper important. Puis le Confortin, je vous parlais, quand je suis allé sur la Côte-Nord la semaine passée, j'ai annoncé une campagne nationale de dire que le groupe Invest a prêt 100 hôtels au Canada. Puis nos travailleurs sont déjà à 100 % du salaire. Mais nos travailleuses, quand je suis allé les voir, ils ont dit « Dom, c'est bien beau de 100 % du salaire, mais l'hiver s'en vient, on est sur le bord de la 138. Les vannes qui passent là, puis tout ça. Puis, tu sais, il disait, un humain, c'est pas fait pour faire du piquetage, puis tout ça. C'est fait pour travailler. Ça rapporte le travail, la dignité humaine, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de dire, on va lancer la campagne où on va attaquer les Invest. Partout au Canada, les hôtels Invest, ils vont avoir de la visite. Mais là, je suis parti de là en avion, puis je me disais, tabarouette, je n'ai pas parlé à Martin encore de ça, je n'ai pas parlé aux autres directeurs. J'atterris sur la page Facebook des USW Toronto Métallo. On appuie la campagne, puis le Confortin, puis tout ça. Je fais tabarouette. Fait que ça, c'est le genre de collaboration qu'on a entre les districts au Canada.
Puis c'est hyper plaisant de savoir ça, puis de savoir qu'on est capable de se parler comme ça. Je vais parler aussi rapidement du Fonds de solidarité. Vous vous souviendrez, l'année passée, le Fonds de solidarité, l'histoire du 112 000, tous ceux qui faisaient plus que 112 000, puis le droit au crédit d'impôt, c'est venu shaker notre Fonds de solidarité, mais c'était plus profond que ça. C'était pas juste l'histoire du 112 000, c'était l'histoire de la proximité entre le Fonds de solidarité de l'AFTQ et la FTQ. On dirait qu'on ne disait plus le Fonds de solidarité. C'était rendu le Fonds de solidarité. Mais c'est le Fonds de solidarité de la FTQ, il faut s'en rappeler, puis de savoir comment on s'est rapproché. Isabelle Renaud n'est pas là, mais Isabelle a été nommée cette année première vice-présidente du Fonds de solidarité de la FTQ. C'est une alliée. Elle nous a aidés à ramener, au-delà du 112 000 que Magali nous a beaucoup aidés. Isabelle fait une solide job. Le Fonds de solidarité, on a eu tantôt je n'ai parlé, on a eu 2 pertes majeures. La première perte, on a perdu notre coordonnateur à la souscription, Pat Capuccielli. Pat, il est rendu directeur du service aux employeurs. Quand Pat, il m'a appelé et il m'a dit « Dom, il dit, je traverse la clôture, il dit, je m'en vais cadre. » Pat, c'était mon vice-président quand j'étais président. Bien, d'un, j'étais bien fier de lui. Bien fier parce que le travail qu'il a fait auprès de toutes les sections locales, bien fier de ce qu'il a pu accomplir, mais aussi, c'est bien pour le syndicat des métallos d'avoir des métallos dans des postes clés au Fonds de solidarité de la FTQ. Quand il y a des décisions qui se prennent, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça dans un poste de directeur. Puis l'autre perte qu'on a eue, c'est Marc Fréchette. Parce que moi et Nico, on a choisi Marc Fréchette pour aller là. Puis je peux vous dire que Marc, dans l'ensemble des assignations métallos qu'il y avait au bureau de Brossard, était apprécié, s'il vous plaît. Donc, ça a été 2 pertes, mais je suis convaincu que ça va super bien aller pour Pat puis Marc. L'autre chose, je vais vous conter une petite histoire rapidement, puis le temps avance. Je vais le faire rapidement. Je suis allé négocier chez Nortec Air Solutions, Saint-Léonard d'Aston, entre Drummondville puis Bécancour. Puis, à un moment donné, eux, le REER collectif, c'était Manuvie. Puis, si les gens voulaient du Fonds de solidarité, ils pouvaient, mais ce que l'employeur mettait dans le REER, c'était dans Manuvie, si le travailleur ou la travailleuse en mettait aussi. Puis, à un moment donné, on a fait venir Pat de nous venir faire une présentation sur l'avantage du retour d'impôt puis du crédit d'impôt au Fonds de solidarité de la FTQ. Puis, il y a quelqu'un dans mon comité qui était là, puis qui me dit « Tabarouette, moi, je suis sur le bord de la cinquantaine et j'ai 0 épargne. » Imaginez 50 ans, 0 épargne. C'est quelque chose quand même. Ça l'a frappé. Puis, à un moment donné, quand Pat faisait les calculs, à un moment donné, il lève la main, puis il dit, écoute, il dit, moi, c'est 1 blodé par semaine, un blodé 6 heures par semaine, puis il dit, depuis les 10 dernières années, j'aurais remonté avec les intérêts 60 000 $. C'est notre rôle comme syndicat aussi. Des fois, on dirait qu'on est bien plus préoccupé à négocier un petit pourcentage de salaire de plus, 10 cents de l'heure de plus, puis on est sur le bord d'un conflit pour 10 cents de l'heure. Mais de s'assurer que nos membres ont de l'épargne dans chacun de leurs milieux de travail. Moi, je ne peux pas concevoir qu'il y a des métallos qui arrivent à 50 ans puis qui n'ont pas d'épargne, puis qui vont vivre seulement avec les rentes du gouvernement. C'est un non-sens. Donc, je vous lance le message. Regardez ça un peu plus, de s'assurer que nos membres... C'est bien beau de dire que tu as 10 cents de l'heure de plus dans tes poches, mais si tu arrives à 50, 60, 65 ans puis tu n'as pas une scène pour prendre ta retraite, bien, ce 10 cents de l'heure-là, il ne vaut absolument rien. Parler des travailleurs migrants temporaires, fiers en maudit, ça nous a frappé il y a 1 an et demi dans les régionales. Quand, à un moment donné, on a invité le RACMAC à venir nous parler des travailleurs étrangers temporaires, moi, comme leader de mon organisation, ça a été un coup de 2 par 6 dans le front, de savoir qu'on avait autant de travailleurs étrangers temporaires dans nos rangs, de savoir qu'on les laissait souvent à eux-mêmes, puis en dedans d'1 an et demi, comment on s'est reviré rapidement avec l'embauche de Mouloud, qui fait un job incroyable, qui fait du terrain, mais de savoir comment on est capable de travailler avec les travailleurs étrangers temporaires, puis comment on les fait militer, on ne fait pas juste les protéger. On est rendu qu'ils militent dans notre syndicat, sont dans nos rangs, sont des délégués syndicaux, sont sur nos exécutifs, fiers de ça en tabarouette. Signaleurs, signaleuses routiers, nouvelle section locale, pas toujours facile, très haut risque, beaucoup d'accidents de travail, je n'en parle, on voit souvent des communiqués de presse passer, un signaleur routier qui se fait frapper, qui décède ou qui est gravement blessé. On a demandé des rencontres avec la ministre des Transports, la ministre Guilbeault, la guenille Guilbeault, c'était pas un lapsus, la guenille Guilbeault, qui nous envoie même pas un accusé réception.
On a même passé par Magali pour dire à Magali, écoute, peux-tu parler au chef de cabinet du PM? Il faut rencontrer la ministre Guilbeault. Ça n'a pas de sens qu'on ait des signaleurs routiers qui se fassent frapper comme ça. Présentement, c'est le métier le plus à risque au métallo qu'on a pour des accidents de travail mortels. Puis encore, là, j'ai eu récemment la confirmation de Magali. Elle refuse de nous rencontrer. On ne peut pas tolérer au métallo qu'un ou une ministre élue par des Québécois et des Québécoises refuse de rencontrer le syndicat des métallos. Ça, c'est pas vrai. On va organiser une grosse mobilisation en début d'année. On va trouver de quoi d'original. On va louer une coupe de corbillards, des tombes, quelque chose, des pierres tombales. On va aller en avant de son bureau de comté. Puis on va dire à la ministre Guilbeault, « Madame Guilbeault, le prochain signaleur routier qui décède au Québec, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes redevable de ça. » Puis ça, j'espère qu'il va y avoir des métallos présents. Je suis convaincu qu'il va y avoir des métallos présents en masse pour venir supporter notre nouvelle section locale des signaleurs routiers. Autre brèche très importante, on a 2 groupes qui ont décidé de faire la grève dans l'est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Puis le boss a décidé d'embaucher des scabs. Fait que nos signaleurs routiers étaient en grève, faisaient le piquetage en avant de leur place de travail. Puis il y avait des scabs qui étaient sur les routes puis qui faisaient la job de signaleur. On est allé déposer des plaintes anti-scabs. Le tribunal du travail, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit que finalement, ce n'était pas des scabs. Parce que le certificat d'accréditation, il couvre les travailleurs qui sont physiquement sur le lieu de travail. Fait que mettons que la shop de signalisation ABC, il est situé au 4224 route 132 à Matane. Bien, quand ils sont là, ils sont couverts par certificat d'accréditation, mais quand ils vont sur la route, ils ne sont plus sur le lieu du travail, bien, ce n'est pas des scabs. Le tribunal est venu dire ça. Oui, merci. Bien, il y a d'autres syndicats aussi. Quand je l'ai emmené au bureau FTQ, il y a d'autres syndicats qui ont cette même problématique-là par rapport à la notion d'établissement. C'est sûr qu'avec les autres syndicats, on va mener cette bataille-là, on va l'amener juridiquement, mais on ne pourra pas attendre 10 ans que ça passe à la Cour suprême, là. Il va falloir commencer à se mobiliser, à parler au ministre du Travail, puis à faire une campagne, parce que c'est une brèche importante. On ne peut pas être content d'un côté de dire qu'on a la loi anti-scab au fédéral, puis de l'autre côté, il y a une brèche aussi importante dans notre Code du travail par rapport au SCAB, donc on va être là. 89-22, les agents de sécurité, la sécurité privée du Québec, ils commencent les négociations de conventions collectives. Puis historiquement, j'ai été permanent au 89-22, il y a une association patronale. L'association patronale, on négocie avec eux les termes d'une nouvelle convention collective puis du décret. On voit ça pousser, là, ça pousse à gauche pas à droite, des petites compagnies de sécurité privée qui disent, nous, finalement, on ne se met pas dans l'association patronale. Puis quand ces travailleurs et ces travailleuses-là de la sécurité privée décident de se syndiquer avec nous, les boss, ils disent, nous autres, on ne signe pas votre pattern. Nous autres, on veut avoir notre propre convention, on veut s'asseoir, on veut prendre notre temps de négocier, puis tout ça. Mais ce qu'ils veulent encore, c'est nous casser comme syndicat, casser le pattern qu'on négocie dans la sécurité privée depuis 40 ans. Bien, à un moment donné, il va falloir en dompter un. Puis je l'ai dit au dernier congrès du 89-22, il y a une couple de semaines à Québec, bien, il y en a un petit, à un moment donné, de 100, 200 travailleurs qui va dire, moi, je ne le signe pas, votre pattern. Parfait, mon homme. On va se ramasser au Racabessic. Puis on va y aller. Puis 100 travailleurs, travailleuses de la sécurité privée, c'est plus facile à supporter que 12 000. Bien, on va aller en dompter un. Puis après ça, on va dompter les autres. Ils font ça dans le secteur, exemple, de la forêt, dans le secteur de l'automobile. Ils font des patterns. Moi, dans le temps, j'étais dans l'acier avec Stelco. On faisait ça, on négociait un pattern, puis après ça, on l'imposait à l'ensemble de la chaîne. Donc, la 89-22 sont là année après année. Ça fait 40 ans qu'ils sont avec nous autres. Ils sont présents, ils participent. La journée qu'ils vont avoir besoin de nous autres, c'est notre plus grosse section locale, 12 000 membres. La journée qu'ils vont avoir besoin de nous autres, je suis convaincu que les métallos, on va être là pour vous supporter. Donc, la 89-22, Vincent, je te l'ai dit, quand tu es prêt à enclencher un, tu parles à ton permanent, tu parles à ton cordeau, ta corde d'eau, puis on va en enclencher un, ça va nous faire plaisir. Rapidement aussi, la Société de transport du Québec, section locale 95-99, le gouvernement là-dedans, il joue une game terrible de ne pas vouloir négocier. Nos matelots là-dedans, nos brevetés, non brevetés,
Ils font des salaires de 5-6 piastres de l'heure de moins. Il y a d'autres syndicats, on parle avec Unifor là-dedans, la CSN. Ils ne veulent rien savoir. À un moment donné, il va falloir se doter d'un vrai plan de match, puis faire comprendre à la Société des traversiers du Québec que nos métallos qui sont là, ils méritent beaucoup mieux. Ça n'a pas d'allure que dans le privé, ils payent beaucoup plus que la Société de transport du Québec. On va être là aussi la journée que vous allez décider. Je parlais avec votre permanent, avec Luc Laberge, la semaine passée. Quand vous allez être prête, on va être en arrière de vous autres. Je veux vous parler aussi rapidement du Port de Québec. Ça, je suis fier en maudit, le Port de Québec. On était à Matane d'un conseil général au mois de mai. Puis à un moment donné, mon vis-à-vis du SCFP, Patrick Gloutenay, il descend sur le plancher du conseil général, puis il dit là, ça n'a pas d'allure, nos débardeurs, ça fait plus qu'1 an et demi, ils vivent la misère noire, puis tout ça. Fait que là, je dis, Patrick remonte sur le stage, je dis, ils font combien? Ça fait 1 an et demi, là, tu sais, vous devez les supporter un peu. Il dit, mes débardeurs d'hommes, ils sont à 400$ par semaine. J'ai 400$ par semaine, c'est vrai que c'est la misère noire. Fait que je descends sur le plancher, je lance l'idée de dire, nous, au Métallo, on a les dons récurrents, tatata, puis vous devriez faire une campagne, adopter un locaté, les Métallos, on va être là. Puis je me suis engagé à vous solliciter les sections locales, à dire, on va faire un appel aux dons Métallo pour des confrères, consoeurs du SCFP. Ça n'a pas été long, ça a répondu, les Métallos, les chèques, la gang d'Obéi, l'acier, est allé porter des chèques, des dons récurrents. Puis au dernier conseil général, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, on était là. Puis là, ils ont lancé leur campagne des dons récurrents, un code QR. On va en faire la promotion un peu plus tard pendant l'Assemblée annuelle. Puis à un moment donné, il me passe une idée folle un peu. Ça fait 2 ans que ces gens-là sont en conflit. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu de vacances, là. La ligne de piquetage, il faut qu'elle tienne. Quand tu es en conflit, tu ne dis pas, moi, je prends 2 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances. Donc, je m'étire le coup, je parle à mes cordeaux. Je parle à Dan Mallette. Et où Dan? Il est ici. Dan, j'ai dit, ça se fait-tu, ça, Dan, rapidement avant Noël, qu'on lui donne 2 semaines de vacances? 1 semaine, comment on avait dit? 1 semaine, excusez. 7 jours de vacances. Je veux 10 métallos pendant 7 jours en ligne, 70 métallos. Ça se fait-tu, ça, Dan? Il dit, oui, ça se fait. Je me lève, je pogne le micro. Puis j'ai dit, nous autres, les métallos et dons récurrents. Puis je dis, on va vous offrir 1 semaine de vacances. Les métallos, on va venir prendre votre ligne de piquetage pendant 1 semaine. Il y a des discussions sérieuses présentement avec l'employeur. On ne sait pas où ce que ça va atterrir. Finalement, ils nous ont demandé de mettre ça sur le hold. Mais en dedans d'1 semaine et demie, on avait déjà 60 métallos qui avaient levé la main pour dire, nous autres, on va y aller faire une journée de piquetage. Nous autres, on va aller supporter les gens du SCFP. Bien ça me rend fier en tabarouette de savoir qu'on a, en anglais, quickness, qu'on est capable de se revirer sur un 10 cents puis d'être capable de venir supporter nos confrères consoeurs. On a signé des super bonnes conventions collectives, des conventions historiques. Puis souvent, on se pète les bretelles avec les pourcentages. Ah, moi, je suis allé négocier 18 % en première année, moi, je suis allé 15 % en première année, puis on est fiers de ça. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est une assemblée annuelle historique qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas des pourcentages qu'on a négociés. Ce qu'il faut se rappeler, c'est ce qui nous a amenés à avoir ces pourcentages-là, puis ça, c'est la mobilisation. Rappelez-vous de comment vous êtes arrivés à mobiliser vos membres pour arriver à avoir des si bons contrats de travail. C'est ça qu'il faut se rappeler. Je vous demande de vous rappeler de ça. Puis vous savez, l'économie, c'est un cycle. Là, ça va bien. On voit que ça recommence à aller un peu moins bien. Une couple de shops métallos qui, malheureusement, des fermetures ou des déménagements. Quand ça va aller moins bien, souvenez-vous, c'est quoi qui a fait en sorte qu'on était capable de tenir tête à la compagnie? C'est la solidarité qu'on a. Donc, rappelez-vous de la solidarité, c'est hyper important. Je vais conclure rapidement avec les 10 dernières années. Les 10 dernières années, tantôt Nico nous a parlé du livre qu'on avait sur les 50, à la 50e Assemblée annuelle. C'est pas croyable ce qu'on a réussi à faire. Puis, on commence à préparer l'Assemblée annuelle fin juin. Fin juin, on a un staff. On se réunit toute l'équipe de permanents, permanentes, de la formation entre nous autres, des dossiers en cours, des choses comme ça. Puis avec l'équipe de Cordeau, avec les permanents spécialisés, on s'assit et on commence à réfléchir à l'annuel. Puis à un moment donné, on sort de dire, le premier, on s'est dit, on refait-tu les 60 ans? On a dit non, on va aller juste les 10 dernières années, on ne veut pas refaire les 60 ans. Puis à un moment donné, on a dit, c'est quoi qu'on a fait dans les 10 dernières années? Hey, ça frappe en tabarouette ce qu'on a réussi à faire en 10 ans. Les clauses orphelins, Nico en a parlé un peu tantôt, les clauses orphelins, ça a commencé, je vous le disais, Michel était directeur. Je me souviens, à un moment donné, j'avais dit à Michel, j'ai dit, je vais aller au bureau FTQ.
Je veux aller, moi, j'étais président des jeunes de la FTQ, puis j'avais parlé à mon conseiller FTQ que je disais que je voulais aller au bureau, puis il disait, Dom, ça n'a jamais arrivé qu'il y ait un président jeune qui est au bureau. Je dis, ouais, puis, pas parce que ça n'a jamais arrivé que ça n'arrivera pas. Je dis à Michel, je vais aller au bureau FTQ. Michel dit oui. J'arrive au bureau FTQ, je m'étais préparé, j'étais nerveux un peu, puis il close orphelin. Puis il y avait un VP, je nommerai pas le syndicat à l'époque, qui, lui, il n'était pas trop chaud de ça, puis il dit, c'est pour sauver des jobs, les close orphelins, bien, puis tout ça. Puis Daniel, il était là, puis Daniel, il m'avait défendu. Au bureau FTQ, il était alentour de la table, puis prendre la position des métallos. Après ça, quand Alain est arrivé comme directeur, ça a été la même affaire, ça a été une priorité. Le nombre de grèves qu'on a eues contre les clauses orphelins sous le leadership d'Alain, ça a été incroyable. C'est ça qui a amené à avoir toute la mobilisation, à mobiliser aussi d'autres acteurs de la société civile pour avoir la victoire des clauses orphelins. Ça a été long, mais on l'a eu. La culture des dons récurrents. Je vous disais, en 2002, là, j'étais en avant ici, moi. Puis à la fin de la grève, après 6 mois, je pense qu'on avait 135$ par semaine de dons. Le fonds de grève n'était pas comme il est là aujourd'hui. Puis on avait décidé de ne pas faire partie du fonds de grève du District 5. Donc, je vous lance le message, les sections locales qui ne sont pas membres du fonds de grève du District 5 adhéraient au fonds de grève du District 5. Mais imaginez, on a fait 6 mois de grève, on a commencé à 115 puis on a fini à 135$. Donc, comment on a évolué dans un si court laps de temps d'avoir une culture de dons récurrents avec des grosses sections locales qui se sont mis des mécanismes en place de dons récurrents. Dans les 10 dernières années, c'est incroyable qu'on ait pu réussir à faire ça. Quand il y a un groupe qui sort en conflit, c'est pas long tout de suite. Les dons, ça arrive, les métallos se sentent appuyés. La consigne, sa bouteille, Nico, il en a parlé aussi, 200 millions de bouteilles par année qui sont enfouies. C'est quelque chose, là. Nico, combien de bouteilles de vin tu bois par semaine? Un peu trop. Un peu trop. Mais mettons 4. C'est pas si pire. Mais 4, ça veut dire qu'à tous les semaines, il faudrait que tu creuses un trou en arrière de chez vous, puis que tu mettes 3 bouteilles de vin sur 4 que tu enfouis dans le cour en arrière de chez vous. C'est ça qu'on fait comme société québécoise. Plus que 80% des bouteilles de vin qui sont vendues par la SAC sont enfouies, s'en vont au dépotoir. Ça n'a pas de sens. C'est une victoire métallo, là. Ça tarde, là, la CAQ, puis tout ça, ça tarde. Mais fier de ça. La protection des retraites. On sait tout ce qu'on a réussi à faire sous le leadership de Nicolas. Puis j'ai eu deux belles payes là-dedans. Quand je suis allé sur la Côte-Nord la semaine passée, je suis allé voir Gordon Ringuette. Gordon, qui était le président des retraités de Saint-Gelais, qui était le président des retraités. Puis Gordon, il est d'une maison de soins de vie, de fin de vie, Saint-Gelais. Puis il a le cancer, puis en tout cas, je suis allé le voir, puis je suis allé le saluer, puis dire merci, Gordon. Puis lui, il était redevable, il disait, ah, c'est toi, puis c'est Nicolas. Je dis, non, on dit, nous autres, on a juste dit oui. Nous autres, on a mis en place les moyens financiers, puis de solliciter le Bureau national. Mais tellement content. L'autre paye qu'on a eu, dans le maraudage de KYT qu'on avait à un moment donné à Sorel, le président à l'époque de Atlas Steel. Atlas Steel était syndiqué CSN. Le président de l'Atlas Steel, quand Atlas Steel a fermé, eux, ils ont perdu beaucoup plus que 24% de leur retraite. Puis quand c'est arrivé, la CSN, les tambours, les trompettes dans les rues, ça a bloqué le boulevard Fizette à Sorel, puis saut pendant 3 semaines. Après 3 semaines, il s'est passé quoi? Absolument rien. Puis lui, je suis allé dîner avec, il voulait manger avec moi, puis il m'a remercié. Il m'a dit merci aux métallos d'avoir fait en sorte que ça n'arrivera plus, ça. Ça n'arrivera plus qu'il y a des compagnies de même qui vont faire faillite puis que les retraités vont perdre leur fonds de pension. Puis il était désolé pour nous autres. Il dit, si nous, on l'aurait fait, cette bataille-là, à l'époque, il dit, vous autres, les retraités de Cliff, vous ne l'auriez pas vécu. Donc, c'est vraiment fier de cette bataille-là. La loi anti-SCAB. La loi anti-SCAB, écoutez, ça a commencé avec les 9 d'Océan Remorquage. Je me souviens très bien, à un moment donné, je vais rencontrer Pascal Delisle, puis tantôt, j'y resserre en main, puis c'est un des seuls dans la salle que quand il me serre la main, ma main disparaît, là. Ça ne m'arrive pas souvent. Puis Pascal, on avait été prendre une bière, puis on avait mangé des ailes au cactus à Sorel, puis il commençait son conflit. Puis je dis, Pascal, vous ne serez pas tout seul. On va vous appuyer, métallo. On va être là avec vous autres sur vos lignes de piquetage. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, mais c'est beau l'appui, là. Mais il dit, c'est la loi anti-SCAB qu'il faut s'attaquer. En fait, c'est qui, lui? De me dire l'attaquer, la loi anti-SCAB comme ça, d'avoir cette vision-là, puis de dire, nous autres, il y a des SCAB qui nous passent d'en face, puis il resserre en main encore, un autre tour de magie, ma main a disparu.
Puis je dis oui, on va le faire. On va emmener à bataille. Je ne te garantis pas qu'on va gagner d'avoir une loi anti-SCAB au Canada, là, mais je te garantis qu'on va faire la bataille. Bien, crime, on l'a gagné, cette bataille-là, anti-SCAB, avec l'aide de d'autres syndicats, avec l'aide de notre syndicat national aussi. Rapidement, les mécanismes de prévention. Souvenez-vous du PL 59, comment on s'est mobilisé les métallos d'indices dans les derniers mois, dans la dernière année. Ce n'est pas encore fait. On a eu une entente sur le conseil d'administration avec les boss. On s'est entendu ces mécanismes de prévention. Puis là, c'est le conseil des ministres qui bloque ça. Imaginez que le ministre de la Santé puis le ministre de l'Éducation, on entend qu'au conseil des ministres, ils n'en veulent pas, eux autres, de mesures de prévention. Ils n'en veulent pas des représentants santé-sécurité dans les hôpitaux puis tout ça. Mais on a le devoir comme syndicat. Pour ceux qui militent depuis un bon bout en santé-sécurité, puis qu'il y a le gros livre rouge là, des lois du travail, là, quand vous allez là, sur la LSST, là, bien, il y a des grands bouts qui sont assurés. Ces paragraphes ne s'appliquent pas à tel secteur d'activité. On a passé à côté en 79. On a fait des gains majeurs en 79, mais pour les secteurs prioritaires, on a le devoir comme syndicat de s'assurer que l'ensemble des milieux de travail aient des mécanismes de prévention. Puis ça, on ne peut pas laisser passer ça. On va continuer à se battre. Julie Hébert a suivi ça de très près, puis on va continuer à se battre pour ça. Si on pense aux 10 prochaines années, on se voit où comme syndicat dans les 10 prochaines années? C'est sûr de continuer à être combatif, continuer à être pragmatique. Ce que je vois, me continuer à travailler avec nos sections locales composées, s'assurer que nos plus petites unités puissent sentir la puissance du syndicat des métallos, puissent sentir que les plus grosses sections locales sont capables de backer. C'est quelque chose là, de voir quand tu es un petit groupe, quand tu es Océan Remorquage, puis de voir la gang d'acier débarquer chez vous demain matin. C'est le fun à voir. Donc, je vois ça encore pour les 10 prochaines années. Ce que je vois aussi, c'est plus de diversité. On va avoir tantôt le premier rapport du comité des mandats. Soyez attentifs aux derniers chiffres que la présidente du comité des mandats va vous donner sur la participation des femmes, sur le nombre de pourcents des femmes qui sont présentes à l'Assemblée annuelle. La diversité aussi, c'est important. On n'est pas un syndicat d'hommes blancs. Il faut aller chercher plus de diversité. Ça va nous faire grandir, c'est hyper important. L'environnement aussi. Il y a 2-3 assemblées annuelles, on avait voté des résolutions sur des clauses d'environnement, d'avoir dans nos sections locales, de négocier des clauses environnementales, des comités environnementaux. Ça avait été adopté à 100 %. Tout le monde est en faveur. Cet été, un journaliste du Devoir qui m'appelle et dit « Monsieur Lemieux, je m'intéresse les métallos, ce que vous faites en environnement, tatati, vous avez vous représentez plusieurs travailleurs et travailleuses qui travaillent dans des secteurs qui polluent. » Puis là, je dis oui, des clauses d'environnement. Puis finalement, on a combien de clauses d'environnement aux métallos de négocier en 3 ans? Zip. Les réchauffements climatiques, ce n'est pas une légende. Il va falloir s'attarder à ça. Dans 10 ans, ça va être encore pire que ce qu'on a là. Il faut commencer à prendre notre place un peu plus en environnement. C'est hyper important. Mais quand on regarde tout le chemin qu'on a fait, c'est toute qu'une bouffée. Toute une bouffée de fierté. Moi, je suis fier en tabarouette quand on se regarde puis se dire qu'en 10 ans, on a réussi à faire ça. C'est quelque chose de quand même d'extraordinaire, puis il faut continuer dans cette veine-là. Des fois, je vous disais, tu sais, c'est ma 5e assemblée annuelle, puis des fois, je vous trouve, je vous challenge. Tu sais, je me souviens, à chaque assemblée annuelle, je vous lance des messages, je vous dis à un moment donné, écoutez, vous devriez négocier des conventions collectives plus courtes. Pour la solidarité, c'est meilleur, puis tout ça, c'est de l'ouvrage en tabarouette pour un peu tout le monde, pour l'équipe de permanente. À un moment donné, je vous dis aussi, vous devriez arrêter de tout concilier, aller gagner un grief de temps en temps en arbitrage, d'aller dompter le boss de temps en temps au TAT. Je vous demande de faire ça. Je vous dis de passer à la gratte. Quand c'est l'inflation, passez à la gratte, mettez ça à terre, puis c'est le temps d'aller négocier des bonnes conventions collectives. Je vous demande de faire vivre les résolutions. Je vous demande de vous impliquer en politique, d'aller faire du lobby, d'aller rencontrer des députés, même avant les élections. On a fait ça il y a une couple d'années, d'aller rencontrer des candidats, candidates avant les élections. Vous l'avez fait. Vous avez négocié des fichus bons contrats de travail. Vous avez plaidé plus de griefs, plus de tates. Vous êtes impliqué beaucoup en politique. Mais ça, je peux vous dire que ça... Je me rends compte des fois que j'en demande beaucoup.
Puis c'est facile d'être en avant, être le curé, puis dire, prêcher la bonne parole, puis tout ça. Mais en réalité, c'est du travail en tabarouette que vous avez accompli. Puis je suis fier de dire que j'ai la meilleure équipe. Nico l'a dit tantôt, mais je le répète, j'ai la meilleure équipe de permanents, permanentes. J'ai la meilleure équipe de permanents, permanents spécialisés. Les coordonnateurs aussi. Des fois, je ne suis pas tout le temps facile d'être capable de me challenger puis d'être capable de me breaker. Meilleure équipe d'adjointes aussi. C'est tout qu'un travail que vous avez fait. Puis, tu sais, comme je vous disais tantôt, c'est facile de prêcher à bonne parole. J'ai fait 2 négos à un moment donné. J'ai fait Nortec, que je vous disais. Puis Nortec, à un moment donné, on va emmener une clause sur la violence conjugale. De venir dire là, la clause qu'on se parle tout le temps, là, les 3 semaines, puis tout ça. Puis le boss ne voulait rien savoir, puis le boss ne voulait rien savoir, puis on était dans l'entonnoir à la fin, puis vote de grève, puis tout ça. Puis finalement, on n'a pas atterri sur exactement la clause de violence conjugale que moi-même je vous demande de négocier. Donc, je peux vous dire que d'avoir été négocié comme ça me ramène sur le plancher, puis de voir la réalité du travail que vous faites tous et toutes, autant les membres, autant que mon équipe de permanents. Puis l'autre, tantôt on le rit, mais je l'avais vraiment écrit, là, ABB. Quand une année, je vous ai dit, négocier des conventions plus courtes, c'est bon pour la solidarité, vos membres, puis tout ça. C'est bon de négocier des conventions de 3 ans. À un moment donné, je vais négocier ABB à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un de nos permanents avait un problème de santé. La convention était échue. Fait que Mélanie Goyette, la présidente qui est là, j'ai dit à Mélanie, moi, y aller négocier pour tout le monde. Fait qu'on se fait une négo. Puis là, je dis au boss, je dis, Asti, c'est pas vrai, on va me faire 40 séances de négo. Tu as besoin de cracher tout de suite, sinon on va y sortir, puis tout ça. Finalement, on règle ça assez vite. J'arrive en assemblée, un beau contrat, 4 ans. Puis il y a quelqu'un qui était dans la salle, assis comme il est là, dans les premières rangées en avant. Il dit, c'est drôle. Il dit, moi, je suis allé à l'Assemblée annuelle des métallos. Puis il dit, le directeur en cravate en avant, il nous a dit de ne pas négocier plus de 3 ans. Puis il dit, toi, tu es assis en avant de moi aujourd'hui, puis tu me dis, veux me faire passer un contrat de 4 ans. Tabarouette, les ravaler, s'il vous plaît. Mais tout ça pour dire que ça me fait jamais être proche de mon monde. Ça me fait réaliser que c'est facile des fois de demander des choses, mais la réalité de chacun de vos sections locales, vous avez fait dans les 10 dernières années un travail remarquable. Je tiens à saluer aussi notre équipe de formateurs, formatrices. C'est incroyable le service de formateurs, formatrices qu'on a. L'autre fois, je parlais avec un prof à l'université. On était d'un colloque du crime à Montréal. Puis il y a un prof après qui vient me voir et qui me dit « Monsieur Lemieux, c'est incroyable ce que vous réussissez à faire au métallo puis tout ça. C'est quoi la recette gagnante, tu sais? » Bien, la recette gagnante, c'est la mobilisation. Mais pour arriver à mobiliser, ce que ça prend, c'est de l'éducation. Il faut informer nos membres des batailles qu'on a livrées. Il faut informer nos membres des enjeux de société qu'on a. Il faut les informer. Puis d'un coup qu'ils sont informés, là, on est capable de les mobiliser. La mobilisation sans la formation, sans notre service d'éducation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas 1 minute. Je vais conclure rapidement. Je suis rendu à 1h07. J'avais dit à Claire-André que je ne dépasserais pas 1h05. Le temps file. Je veux... encore une fois, cette année, je vais vous lancer un défi. Je ne peux pas faire ma 5e assemblée annuelle sans vous lancer un défi. Ce défi-là, c'est de penser à vous autres. Être un leader syndical, ça ne veut pas dire faire du 24-24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. On est pogné avec ça. Les textos, les SMS, tu envoies un texto, tu veux que la réponse elle vienne tout de suite. Même moi, comme dirigeant de notre syndicat, des fois, j'envoie des emails à 10h, 11h le soir, puis je ne m'attends pas à ce que personne réponde à 10h, 11h. Moi, il me passe de quoi dans la tête à cette heure-là, bien, c'est là que je l'envoie. Mais il y a des gens au bout de la ligne qui pensent qu'ils veulent avoir, comme moi, je suis assez fou pour avoir une réponse. Bien, il y en a qui pensent que je suis assez fou, mais pas pour avoir une réponse à cette heure-là. Prenez du temps pour vous. C'est hyper important. Je parlais il n'y a pas si longtemps avec un président de section locale, puis il me dit, mais j'ai failli tout crisser ça là. J'ai failli. Bien, voyons donc, c'est ce qui s'est passé. Il dit, j'ai reçu un appel un samedi soir d'un de mes membres sur mon cellulaire qui me demandait, était rendu où mon grief d'overtime? C'est là qu'on est rendu. Donc, le défi que je veux vous lancer, soyez capables. Tu sais, on roule à 160 km/h, on a vu tout ce qu'on a fait, puis on roule tout le temps. Soyez capables de prendre du temps pour vous. Soyez capables de prendre du temps avec vos familles. Soyez capables de déléguer. C'est dur de déléguer. Puis quand Donald est parti, il m'a donné une couple de conseils, mais Donald m'avait donné un bon conseil. Il dit, Dom, il va falloir que tu délègues un peu plus.
Il dit, Nico, il arrive, puis il dit, Nico, tu ne pourras pas juste contenter de faire la comptabilité puis de courir après commanditaire. Donald, tu en as fait beaucoup plus que ça, là, mais c'est le meilleur conseil que tu m'as donné, Donald, puis je l'ai appliqué. Déléguer beaucoup plus avec Nico, puis je ne m'en serais pas sorti sans ça. Prenez le temps. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu la chance d'aller à Cambridge, à l'Université Harvard. On a envoyé Julie Hébert, notre responsable santé-sécurité comme organisation, on l'a envoyé suivre un cours à Harvard qui s'appelle le Trade Union Program. Donc, Julie est allée faire ce cours-là, puis elle a été choisie parmi sa classe comme étant la porte-parole de sa classe. Fait que vous savez bien qu'à sa graduation, on a descendu là, avec Donald, ses parents. Puis il y avait le président des auto-workers américains qui était là. Puis le président des auto-workers américains, là, il venait de tout clencher Ford, GM, Stellantis, puis tout ça. Là, puis il a fait un speech inspirant. Puis il a terminé en disant, ce qu'on a de plus précieux, il y a la santé, mais au-delà de la santé, il y a le temps. Le temps est très précieux. Puis il dit, c'est rare que quelqu'un va se ramasser sur son lit de mort, puis qui va se dire dans les dernières minutes de sa vie, « Ouais, j'aurais peut-être dû travailler un peu plus, finalement. » C'est drôle, mais pensez-y aussi. On s'implique dans le syndicat. Souvent, on n'a pas trop de libération. Souvent, on fait beaucoup plus que 40 heures par semaine. Donc, le défi que je veux vous lancer cette année, déléguer. Pensez à prendre du temps avec vos proches, avec vos amis. Faites du plancher. On est enrôlé dans toutes sortes de comités dans vos milieux de travail, comités de bonne entente, comités de modernisation, comités de santé-sécurité, puis on se perd là-dedans. À un moment donné, là, cancellez donc un comité avec le boss, mettez vos casques, vos lunettes, vos bottes, puis allez faire un tour dans le shop, allez parler. Moi, la semaine passée, je peux vous dire que j'étais à bout, ça roulait, là, comme il y avait, comment tu disais ça, il y a de la mer? Je suis allé faire un tour sur la Côte-Nord, je suis allé voir mes amis au Havre-Saint-Pierre. Après ça, je suis allé à Bécomo voir ma gang de Confortin. Après ça, je suis arrêté à Baie-Trinité, aller militer pour le trou noir de l'assurance-emploi avec la députée Marilyn qui était là aussi. J'étais sur le bord de la mer à Baie-Trinité, je me disais, tabarouette, ça fait du bien, s'il vous plaît. Donc, prenez le temps pour vous, c'est hyper important. Je termine en saluant mon adjointe Martina. Quand je vous dis que ça roule à 160 km/h, puis on ne peut pas tourner tout le temps à 160 km/h, Martina a mis un genou à terre, est en arrêt de travail. Moi aussi, je vais saluer l'équipe d'adjointes. Je vais prendre le temps, même si c'est redondant. Sylvie Doiron aussi. Pour ceux qui connaissent le hockey un peu, moi, je vais comparer Sylvie Doiron à un joueur de hockey. Puis pour ceux qui la connaissent, ça n'a pas l'air d'un joueur de hockey. Sylvie, c'est le genre de joueur de hockey que pendant les séries éliminatoires, là, il élève son jeu d'un cran. Quand on a eu la nouvelle à une couple de semaines de l'Assemblée annuelle du départ temporaire de Martina, bien, Sylvie elle s'est levée et elle a dit « On va vous aider ». Puis quand c'est arrivé, moi et Nico, on s'est dit « Chris, ça va être quelque chose ». En même temps, il venait d'avoir le fuck des chambres d'hôtel ici, là. Puis je demanderais au président et présidente de ne pas prendre le micro là-dessus. Mais merci à l'équipe d'adjointes. Merci aussi à Sylvie Doiron. Merci à Aloïse, un rayon de soleil. On est chanceux de t'avoir avec nous autres. Aloïse qui vient d'arriver, déjà qui est assis sur le stage en avant, te prend la balle au bon de façon incroyable. Merci beaucoup. Puis finalement, avec Nico, quand je vous disais de déléguer, bien, une chance, parce que je ne serais pas arrivé. Puis Nico parlait tantôt, puis je l'ai noté, il y a beaucoup de solitude dans ce qu'on fait, quand on est permanent. Quand on est directeur des métallos aussi, il y a beaucoup de solitude, même si on a des contacts un peu partout. C'est pas vrai que demain matin, on a un problème qu'on se demande comment régler, que je vais appeler mes collègues de la FTQ puis dire tel problème, Dôme le mieux, je ne sais pas comment le prendre. On n'a pas le droit de faire ça. Toujours être inébranlable. Mais avec Nico, cette solitude-là, il n'y en a pas. On travaille en équipe avec une couple d'anciens directeurs aussi que j'ai la chance de côtoyer. Sans Nicolas, sans ton intelligence, Nico, ta clairvoyance, ton sens politique, ta passion, ton dévouement, puis ton côté humain. Ça, tu m'apportes beaucoup de ton côté humain. Nico me répond tout le temps, il me dit tout le temps, Dom, on travaille avec des humains. Les métallos, on ne serait pas arrivés cette année. Je vous dis, on serait arrivé à la fin de l'année, puis on ne serait pas arrivé. Moi non plus, Dôme le mieux, je ne serais pas arrivé. Donc, merci, Nico. Je suis vraiment chanceux, choyé de t'avoir à mes côtés. Merci, Nico, pour le travail que tu fais. Je termine en disant, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une idée puissante, une idée vivante,
une idée enracinée dans nos luttes. Cette idée-là, c'est celle que le monde peut être transformé par nos efforts, par notre force, puis par notre solidarité. Notre force va au-delà du nombre qu'on est, les métallos. Elle réside dans notre résilience, dans notre capacité à en changer les épreuves en progrès, à bâtir des ponts là où d'autres essaient de bâtir des murs. Notre solidarité n'a pas de genre, n'a pas de couleur, n'a pas de limite. Elle s'étend à ceux qui traversent des océans pour venir chercher une vie meilleure ici, à ceux qui travaillent dans l'ombre aussi souvent pour des salaires injustes, et à tous ceux et celles qui partagent ce rêve que le respect ne soit pas une exception, mais bien une norme et un droit. Être métallo, c'est croire que chaque personne qui vient vivre ici, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes, qui parlent notre langue ou pas, mérite la justice, l'égalité puis la dignité. Alors, gardons cette vieille âme métallo bien vivante, continuons à se tenir debout, continuons à rêver, continuons à se battre, puis continuons à se mobiliser pour nos membres, pour les travailleurs, puis l'ensemble de la société. Merci à tous et à toutes pour votre confiance. Bonne 60e Assemblée annuelle. Force, solidarité, respect.